L'histoire raconte qu'à la fin du XVIIe siècle, Isaac Newton eut l'idée de sa fameuse loi sur la gravitation universelle en voyant tomber une pomme d'un arbre. Alors, on aimerait bien le croire, mais ce n'est pas du tout comme ça que Newton en est arrivé aux lois publiées dans son livre Principiae en 1687. Cela dit, ça n'enlève rien à son génie, et j'en profite pour casser un autre mythe en précisant qu'Archimède n'est jamais sorti de son bain en criant Eureka dans tout Syracuse, mais ça c'est une autre histoire. Encore que finalement, c'est peut-être un peu le même type d'histoire. Dans l'Antiquité, beaucoup de philosophes grecs étaient aussi mathématiciens et astronomes. Pythagore nous a laissé l'hypoténuse, Thalès le théorème de Thalès, et Ératosthène a mesuré la circonférence de la Terre avec une précision étonnante 200 ans avant Jésus-Christ. Quant à Aristote, il a formulé des théories sur les mouvements et les interactions des corps célestes et sur l'organisation de l'univers dont la Terre était censée être le centre. Et c'est Ptolémée, au IIe siècle après Jésus-Christ, qui a consolidé ce modèle dit géocentrique. Alors ceux d'entre vous qui ont transpiré sur la trigonométrie, les sinus et les cosinus, seront heureux d'apprendre que les premières tables trigonométriques fiables ont été établies par Ptolémée. Évidemment, pour que les observations, alors à l'œil nu à cette époque, correspondent à un modèle où la Terre est au centre, cela impose que les planètes aient des trajectoires plutôt alambiquées, comme de petites boucles se superposant à une plus grande boucle autour de la Terre, et alors sans qu'on ait la moindre explication à ce mouvement bizarroïde. Et plus les observations devenaient précises, plus le modèle se compliquait. Mais enfin, on avait fait avec pendant un millénaire et demi, les Saintes Écritures ne le contredisaient pas, il n'y avait pas lieu de douter. Mais au XVIe siècle, l'astronome Copernic, qui était également chanoine, mathématicien et médecin, avait des doutes. Il avait étudié les textes de philosophes grecs, encore eux, et deux choses en particulier l'avaient troublé. D'une part, Platon et ses disciples qui professaient que l'univers devait être ordonné de façon simple et élégante. Alors, c'est assez subjectif comme point de vue, mais le fait est que le modèle géocentrique n'était ni l'un ni l'autre. D'autre part, Aristarque de Samos, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, astronome et mathématicien, vous avez compris le truc maintenant, avait déjà proposé un modèle où les planètes tournent autour du Soleil. Bref, Copernic met tout ça en ordre et propose un modèle héliocentrique qui a l'avantage d'être bien plus simple et où les planètes décrivent des cercles autour du Soleil. Mais les observations n'étaient pas encore assez précises pour pouvoir invalider le modèle géocentrique au profit de l'héliocentrique. Et s'agissant de la précision des mesures, c'est Tycho Brahe, à la fin du XVIe siècle, qui s'en est occupé. Tycho Brahe, lui, était astronome, mais aussi, non, pas mathématicien. Il était alchimiste, astrologue et imprimeur. Il a conçu et utilisé des instruments d'observation dont la précision remarquable pour l'époque était 10 fois supérieure à ce qui existait jusque-là. Tycho Brahe n'était pas convaincu par le modèle héliocentrique, mais la précision de ses mesures mettait à mal le modèle géocentrique. Il proposa donc le modèle géo-héliocentrique, où le Soleil tourne autour de la Terre, mais où toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. L'art du compromis, en quelque sorte. Et à la mort de Tycho Brahe, c'est Kepler, son assistant, qui reprit le flambeau et mit le coup de grâce au modèle géocentrique. Sur la seule base des observations rendues possibles par la qualité des instruments de Brahe, il énonça 3 lois relatives au mouvement des planètes autour du Soleil, dont la troisième qui énonce que le carré de la période de révolution d'une planète est proportionnel au cube de la distance moyenne de cette planète au Soleil. Voilà une première formule mathématique totalement empirique et basée sur la seule observation des planètes visibles qui s'invitent dans la description du mouvement des astres. Quant à Galilée, dans la première moitié du XVIIe siècle, il enfonce le clou avec les observations rendues possibles par une de ses inventions, le télescope. Et nous voilà arrivés à l'époque d'Isaac Newton, qui naît en 1642. Je vous la fais une dernière fois, Newton était mathématicien, physicien, philosophe, alchimiste, astronome et théologien.
L'héliocentrisme n'est plus contesté, mais aucune loi physique formulée mathématiquement n'explique les observations. Et Newton est troublé par la troisième loi de Kepler qui suggère qu'une planète est attirée d'autant plus fortement par le Soleil qu'elle en est proche. Newton a déjà formulé et vérifié deux lois. La première énonce qu'un objet immobile le reste tant qu'on n'exerce pas de force sur lui. La deuxième loi énonce que l'accélération d'un objet est proportionnelle à la force qu'on exerce sur lui et inversement proportionnelle à sa masse. C'est la fameuse loi du mouvement F égale ma, force égale masse par accélération. Et sur Terre, cette force qui fait tomber les objets, et si c'était la même qui retient les planètes autour du Soleil et la Lune autour de la Terre? Une force proportionnelle à une masse et qui décroîtrait avec la distance, comme le suggère la troisième loi de Kepler. Une même force universelle qui s'exercerait entre une pomme qui tombe et la Terre, comme entre la Terre et la Lune. C'est de cette intuition qu'est née la loi de la gravitation universelle, qui énonce que deux corps s'attirent l'un l'autre avec une force proportionnelle à leur masse respective et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Et le miracle a lieu. La mécanique céleste et les mouvements des corps sur Terre sont expliqués et prédits par une unique théorie. Newton venait de poser les bases de la mécanique moderne. Pour conclure cette petite histoire, citons Paul Valéry, écrivain et poète. Il fallait être Isaac Newton pour apercevoir que la Lune tombe, alors que tout le monde voit bien qu'elle ne tombe pas. À bientôt!